mécanique, mais voilà, je tenais aussi en dernière partie, et après avoir assouvi ma soif, vous présenter un peu mon travail, oui, mon quotidien, donc qui est plutôt en fait, qu'est-ce que nous on fait concrètement en tant qu'accordeur et technicien de piano avec les instruments, pourquoi on travaille et pour qui on travaille. Vous me permettez. La base de mon métier, quand je le dis à la NPE et quand je le présente sur une fiche, c'est donc accordeur de piano. Et c'est là où souvent où les gens rient. Oui, c'est ça, ils rient. Oui. Donc, alors pour en vivre, on va pas se le cacher. Vivre de l'accord du piano, c'est pas forcément évident parce que il y a pas forcément beaucoup de pianos. Nous, chez Piano Pariso, du coup, pour en vivre, on fait tout ce qui tourne autour du piano. Donc, on les accorde, on les entretient, on les répare, on les loue, on les transporte. Voilà, c'est ce qui nous permet, en tout cas, d'en faire un métier. Malgré tout, la base de mon métier, c'est l'accord. Alors, l'accord du piano, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la justesse. Alors, on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut être pianiste pour être accordeur de piano? J'ai envie de dire, pas forcément. En fait, accorder un piano, il faut que le but soit musical. Mais en fait, le processus est assez technique. C'est vraiment de la physique acoustique. Il y a toujours une notion de musicalité, on va pas se le cacher, mais malgré tout, voilà, quelqu'un un peu qui aime le son du piano, qui est un peu néophyte, ne peut très bien ne pas savoir jouer un morceau de piano et très bien accorder. Après, savoir jouer du piano, c'est assez intéressant. Nous, à titre personnel dans l'entreprise, on a une part importante de notre activité autour des concerts, de l'événementiel. Et donc, on est amené à travailler pour de très grands et très bons pianistes. Et c'est à ce moment-là où, en fait, avoir un peu des bases pianistique, technique, et intéressante, c'est plus avec l'échange avec les pianistes, et donc aussi avec nos clients, parce qu'on a des clients qui ont des très très beaux niveaux pianistiques aussi. Et donc c'est là où ça va nous aider. Mais vous allez le voir, vraiment, l'accord du piano, Kezako, c'est facile, vraiment. L'accord du piano, un tuto de 3 minutes. Accorder son piano, il vous faut une clé d'accord, donc une sorte de tournevis, à piano. Il nous faut une multitude un peu de familles de coins. Alors les coins, c'est un peu barbare, il y en a en cuir, en feutre, en plastique. À quoi servent-ils? Souvenez-vous, 88 touches, 220 cordes. Vous avez du coup 3 cordes des fois pour une seule touche. Moi, mon cerveau est très mal fait. Je peux entendre que 2 fréquences à la fois. Donc en fait, je suis des fois obligé d'obstruer une note. Je vous le montre d'un point de vue technique. Ici, vous avez une note et je viens en fait tout simplement des fois bloquer 2 cordes, 3 cordes ou une seule corde. Voilà, je viens sélectionner en tout cas les cordes que je désire entendre. Et à la base, il nous faut aussi également un diapason. Voilà, un diapason, qu'est-ce que c'est? Le diapason, en fait, c'est une référence. Le La du chanteur, c'est une référence internationale pour que tous les musiciens et les instrumentistes puissent jouer ensemble. Cette norme, cette référence, c'est aussi en histoire de la musique, c'est très intéressant. Elle a beaucoup fluctué. Aujourd'hui, elle est traditionnellement à 440 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 440 vibrations par seconde. Faites un test chez vous, vous prenez votre porte de cuisine, votre porte d'entrée, vous la faites vibrer 440 fois dans la seconde et vous avez un La. Si vous y arrivez, vous m'envoyez un mail. Du coup, un diapason à 440 Hertz et tout simplement une clé d'accord. Alors la clé d'accord, elle va nous permettre tout simplement ici, si on le veut bien, hop, de se mettre un peu comme un tournevis dans la cheville. Et donc, tout simplement, tel un tournevis et tel une vis, je vais, on va dire, visser ou dévisser, tendre ou détendre ma corde. Donc, petite expérience. Ici, quand je détends ma corde et quand je dévisse, voilà, je baisse le son. Et à contrario, c'est joli, ça fait un bel effet wah-wah. Quand je monte le son, voilà, je dévisse. Et je visse, pardon, excusez-moi. Hop. Donc nous, c'est ce qu'on va faire sur l'ensemble des 220 cordes.
C'est voilà, accorder un piano, on va dire, c'est un acte, c'est forfaitaire, ça prend 1 heure et quart, et finalement, que ce soit un piano droit ou un piano à queue, c'est à peu près la même chose. Que ce soit un petit piano d'étude ou un grand piano de concert, c'est aussi un peu le même, c'est vraiment le même travail. Et concrètement, un peu pour les curieux de la technique d'accord, le principe n'est pas de nous, mais est apparu vraiment avec Jean-Sébastien Bach, évidemment. Le fameux clavier bien tempéré. L'idée majestueuse était de dire qu'on devait pouvoir jouer dans toutes les tonalités avec un seul instrument et un seul accord. Un peu technique, mais je m'explique. Avant, les claviéristes, donc les gens qui étaient sur les épinettes, les clavicordes, les clavecins, etc., quand ils faisaient un petit concert sympa, ils arrivaient, ils accordaient l'instrument, ils jouaient une œuvre en do majeur, et là, ils en font 2 morceaux et ils se disent, bah tiens, je vais jouer du si bémol mineur. Et là, les pauvres, ils étaient obligés de se réaccorder parce qu'en fait, il y avait vraiment des tempéraments différents en fonction des tonalités. Et ça leur valait la mauvaise plaisanterie de passer plus de temps à s'accorder qu'à jouer. Ce qui n'était pas sympa. Donc, Jean-Sébastien Bach est arrivé et avec l'aide d'un mathématicien dont j'ai complètement oublié le nom, mais que vous retrouverez sur Internet, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, on va inventer un tempérament égal. Donc l'idée, c'est de pouvoir jouer, du coup, dans toutes les tonalités. Comment on a fait ? Eh bien, pour les amoureux de la pureté et de la justesse, je suis désolé, ça va vous faire un grand coup, on a décidé de tricher. C'est-à-dire qu'on prend une octave. Alors une octave, du coup, vous le savez, c'est une note, la même note, montée ou descendue, voilà, sur plus aigu ou plus grave. Et donc, dans cette octave, on a décidé d'avoir, alors nous, musique occidentale, 12 demi-tons égaux. Donc cette octave, elle est divisée en 12 marches égales. Voilà. Ces marches-là, pour les avoir de façon complètement égale, on a dû tricher. Aïe. On a dit, du coup, on va garder que 2 choses de pur et de parfait. Ça va être l'octave, la fameuse octave est dite pure, et l'unisson. Alors l'unisson, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, être à l'unisson, ça va être en fait les 3 fameuses cordes ou 2 d'une même note. Forcément, vous doutez bien que quand vous entendez un do, vous voulez entendre qu'un do et pas autre chose. Donc les cordes qui sont dédiées à jouer la même note vont être accordées exactement pareil. Donc ces 2 choses sont pures. Tous les autres intervalles musicaux, que ce soit les quartes, les quintes, les tierces, les sixtes, tout ça, on a décidé de fausser tout ça. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, techniciens de piano ? On va en fait s'attaquer à une octave centrale, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la partition, donc du fa au fa, ici. Et donc, on prend notre fameux diapason, on le joue, là, et on recopie cette première note. Alors, comment on la recopie ? Eh bien, tout simplement, à l'oreille. Voilà. On a notre fameuse coin, et on commence par accorder une seule corde. La corde, ici, du La 440 Hz. On la règle à 440 en écoutant à la fois, voilà. On peut faire comme on veut, on peut en mettre 2, etc. Et donc, l'idée, comme l'octave est pure, je vais me permettre de recopier cette même note, juste une octave en dessous. Et là, tout commence, avec des quartes, des quintes, des tierces, des sixtes. On va venir faire un globi-boulga de tout ça, et on va vraiment, tout simplement, accorder l'instrument pour avoir toujours dans l'idée nos 12 demi-tons, nos 12 marches complètement égales. Une fois qu'on a fabriqué ça, on a presque fait le plus dur. On va du coup on va fausser les intervalles, c'est-à-dire que quand je fais ma carte La Ré, eh bien, j'ai donc mon La de référence. Je suis en train de fabriquer le Ré. Ce Ré-là, plutôt que de le mettre pur, je lui mets un petit coma, c'est-à-dire je vais du coup un peu l'écarter de la vérité, l'écarter de la justesse, et je décide d'étirer un peu plus ma carte. Pareil pour ma quinte, je vais la fabriquer. Et ainsi de suite, une fois que j'ai fait mes 12 notes, j'ai donc ma base de travail, mon octave, ma partition. Après, c'est très facile, c'est du copier-coller. Comme l'octave est juste, je vais tout simplement faire des montées chromatiques de ce que j'ai déjà créé, et la note que je suis en train d'accorder ici n'est qu'en fait une pâle copie de ce que j'ai décidé dans mes 12 premières. Et ainsi de suite, en montant, je fais tous mes aigus et je redescends également de ma partition pour venir finir les basses. Voilà. Donc à partir de là,
J'ai fait mes 220 cordes. Facile, non? Voilà, tout le monde peut le faire. Alors, à ceci près que tout le monde peut le faire, bah, c'est vrai. Enfin, je pense que si un jour vous avez cette curiosité-là, c'est toujours très intéressant d'essayer d'accorder son instrument. Alors, attention, c'est pas sans conséquence. Tout simplement, attention surtout à la qualité, voilà, des matériaux que vous utilisez. Il y a des clés d'accord qui sont vendues à bas prix et qui abîment les chevilles. Et surtout, en fait, il faut avoir des mouvements qui n'abîment pas ce qu'on appelle le chevillage, donc ces fameuses chevilles sur lesquelles sont enroulées les cordes. À partir de là, certains utilisent, et moi-même, hein, des accordeurs électroniques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, bah, tiens, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui est assez vrai. Alors, il y a deux choses qui vont vraiment différencier le tout. C'est de vous dire que sur un même piano, vous le donnez à 2 accordeurs et vous allez avoir 2 résultats différents. Vous le donnez à 300 accordeurs et vous allez avoir 300 accords différents. Un peu comme un pianiste voilà, qui va jouer des instruments différents ou sur un même instrument va être joué différemment. C'est vraiment une sensibilité aussi quelque part. On va tous avoir nos petits... Enfin, c'est une sorte d'esthétique que l'on cherche dans l'instrument. On va tricher, voilà, disons-le clairement. Nos octaves qui sont dites pures, eh ben, les pauvres, des fois, on va les étirer. Certains les étirent plus ou moins. Il y a des gens qui vont avoir une profondeur dans les basses et étirer les basses de façon, des fois, un peu qui frise même l'indécence, puisqu'on va dire qu'on est même hors cote, hors catégorie. Et pour autant, le résultat peut être musical. Donc c'est là où on s'aperçoit que l'accord du piano, c'est pas une notion, c'est pas une justesse purement mathématique. Il y a des choses qui vont bien au-delà. Également, dans les unissons, c'est vraiment un travail très important. On travaille déjà même le timbre. C'est ce qui va aussi donner la palette aux pianistes et aux musiciens, alors qu'on est simplement là, soi-disant, pour recopier une fréquence à 2-3 chiffres après la virgule. Donc, c'est des micro-éléments qui vont faire que, in fine, vous allez avoir des résultats toujours surprenants. En tout cas, un bon accordeur vous fera voir un instrument différemment. Et ça, c'est sans parler de la fameuse tenue d'accord. C'est-à-dire que vous avez beau avoir fait le plus bel accord du monde, s'il tient 2 jours, alors pour un concert, c'est pas un problème, mais chez un particulier, il ferait la tête. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un coup de clé quelque part à avoir et qui fait partie aussi d'une expérience et d'un métier. Et donc en ça, c'est ce qui fait une spécificité de ce métier, c'est que nous sommes un des rares métiers où les instrumentistes n'accordent pas eux-mêmes leurs instruments. Avec peut-être l'accordéon et l'orgue, il n'y a pas beaucoup de gens qui font appel à quelqu'un de l'extérieur pour venir accorder et entretenir l'instrument. Mais vous le voyez, c'est une telle technicité que tout est faisable. Voilà, je pense que dès qu'on a la patience et la volonté, on peut y arriver. Mais globalement, un accordeur, on va dire qu'il lui faut à peu près 5 ans pour se former correctement, à moyenne d'1 accord par jour. Et ça, voilà, ça, forcément, c'est des choses qui s'apprennent puisqu'on travaille beaucoup sur les sens. Petit aparté, je suis accordeur de piano, je ne suis pas encore accordeur de piano numérique. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le piano numérique. C'est vraiment l'élément phare et les progrès qu'ils ont fait depuis 10 ans dans les pianos numériques qui va se situer vraiment ici, dans vraiment l'échantillonnage, la qualité du son. Qu'est-ce que c'est comme technologie? Tout simplement, en fait, c'est un vrai piano voilà, qui a été mis dans un studio d'enregistrement avec des conditions hors pair. Et le son a été enregistré à hauteur de, des fois, 128 sons pour une seule note. Donc, 128 nuances du PPP jusqu'au triple F. C'est bien plus des 10 nuances qu'on avait et on reprochait au clavier d'il y a 20 ans de dire bon, ben, j'ai beau appuyer plus ou moins fort, ça fait toujours le même son. On est maintenant aujourd'hui un peu loin de tout ça. Par contre, ce qui est très drôle à constater, c'est qu'il n'y a rien de plus horrible qu'un accord de piano numérique. C'est vraiment pour un accordeur, c'en est presque une honte. Alors on peut se poser la question, pourquoi des fabricants, alors on va les citer puisque eux, ils ne s'en cachent pas, hein, pourquoi des marques comme Yamaha ou Kawai qui font de magnifiques pianos de concert et aussi des claviers numériques en profitent pas pour avoir un super son et un accord parfait. Eh ben, c'est rigolo, mais les psychoacousticiens, sachez-le, c'est un métier, se sont rendus compte qu'en fait, pour avoir une impression de son
son plus vivant, eh bien, il fallait avoir un accord pas forcément super. Ben, en tout cas, je dirais qu'un accordeur qui a 2 ans de métier arrivera à faire un accord de piano numérique. Et c'est vrai qu'ils se sont aperçus que s'ils avaient vraiment un accord fait sur un piano très très propre et magique, très beau, eh bien, ça donnait un son complètement fade. Ça prête matière à réfléchir, hein. C'est assez drôle comme petit détail. Donc voilà, j'accorde pas encore les pianos numériques, mais eux se désaccordent un peu. Par-dessus, maintenant, aujourd'hui, ils ajoutent des technologies de vibration, alors il y a un échantillonnage, donc c'est un son, et après, par-dessus, ils font des efforts de modélisation. Donc ils viennent modéliser des fois des bruits mécaniques. C'est bête à dire, mais dans le son d'un piano, vous avez la note que vous entendez, mais vous avez aussi en fait tous les bruits d'impact, voilà, que vont représenter, vous me permettez de revenir à une coupe mécanique, ces bruits-là. Tout ça fait aussi partie du son du piano. Et si vous les supprimez, vous perdez le pianiste et c'est plus vraiment un son de piano. Donc ils modélisent ce genre de petits bruits que je viens de vous faire. Ils modélisent également les résonances par sympathie, c'est-à-dire qu'ils vont venir modéliser le fait que le piano est une harpe. Je m'explique, vous avez du coup, vous sélectionnez un accord, et donc quand vous jouez la note, ici, vous pouvez peut-être l'entendre dans le micro, vous avez le résidu, par sympathie, vous avez le résidu de toutes ces notes que j'ai sélectionnées qui vont être jouées. Et donc dans un piano numérique, dans les pianos haut de gamme, ils font aussi cet effort-là. Ils viennent du coup modéliser la résonance par sympathie, un peu le côté harpe. Je vous fais une petite démonstration d'accords parce que c'est très drôle à voir. Je vais faire un petit aller-retour rapide. Hop là. Ou je peux rester ici, hein, regardez, pour vous dire que si ça ne vous dérange pas, hop, vous montrez ça. Ici, c'est une cheville. En fait, la corde, elle est enroulée autour d'une cheville, donc c'est une vis. Cette vis, vous le voyez en dessous, elle est plantée dans une grosse poutre à la base de hêtre. Alors celle-ci, elle est un peu plus spécifique, mais c'est une sorte de vis qui est microfiletée. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la partie claire en bas, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle un filetage. Ce sont des fines rayures qui vont permettre à l'accordeur de régler justement la corde et d'accorder l'instrument. Ces rayures sont très fines et vous allez mieux comprendre pourquoi. Hop, je reviens vers mon piano et vers ma clé d'accord. Et on peut faire une petite expérience. Ici, hop, je positionne ma clé d'accord. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien. Ce qui est intéressant à voir, c'est l'angle qu'elle prend. Je l'ai mise un peu dans le prolongement, voilà, dans le prolongement un peu de la corde. Et lorsque je veux monter d'un quart de ton, regardez maintenant l'angle qu'elle a pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 degrés, 3 degrés, je ne sais pas quoi vous dire. Pareil pour le sens inverse. Si je décide de la même un demi-ton en dessous, vous voyez ma clé d'accord, elle a pris pareil, peut-être 1 ou 2 degrés dans l'autre sens. Tout ça pour vous expliquer que quand je suis en clientèle et que je suis en train, donc là vous avez vu le mouvement que prend ma clé d'accord, c'est donc grâce à ce fameux microfiletage qui permet vraiment un réglage très 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 précis voilà, de la corde. Je me permets juste de vous le faire constater parce que ce qui est intéressant, c'est que quand j'accorde un unisson, j'ai des gestes. Alors, certains clients me disent « mais qu'est-ce que vous faites à mon piano? Vous faites rien, vous le maraboutez, quoi. » Ben, c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'en fait, je suis de l'ordre peut-être du millième de tour par rapport à l'angle que peut prendre une cheville. J'influence beaucoup, mais visuellement, en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose qui se passe, quoi. C'est juste un petit clin d'œil, voilà, pour dire qu'en fait, effectivement, ces variations-là sont infinitésimales, mais vraiment, en fait, elles ont une grande influence et c'est ces petites variations sur l'ensemble des 220 cordes qui vont vous donner vraiment un accord voilà, harmonieux et riche comme on le souhaite sur tout instrument.
Que vous dire? Donc ça, c'est vraiment c'est une partie très conséquente de mon travail qui est l'accord. On parlait tout à l'heure du coup du réglage d'un piano. Tout simplement, on va pas faire les 14-16 points de réglage, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais pour vous dire que dans le piano, tout se règle. Vous voyez, on en fait comme ça un peu, hop là, hop là. Et pareil, tous les points de réglage vont avoir une influence. Et typiquement pour une touche, hein, donc la touche, on peut la voir ici. C'est donc un balancier. Et ben, ne serait-ce que pour elle, je vais avoir 2-3 points de réglage. Il va falloir bien sûr que les touches soient toutes au même niveau. Et puis également qu'elles s'enfoncent toutes de la même façon. Donc si on veut se prêter au jeu, voilà, je vais vous montrer un peu. Hop, je reviens vers le piano droit, mon quotidien. Au niveau des réglages, on a des fois des éléments à changer. On a ici, si vous vous approchez, de très fines, ce qu'on appelle des mouches, qui sont en fait de très fines rondelles de papier, qu'on va venir tout simplement positionner et ajouter sous la touche pour la surélever un tout petit peu. Et ces rondelles de papier, chose folle, eh bien, elles sont de 0,8 mm, puis 0,12 mm, donc il y a 4 dixièmes de millimètre de différence, et ainsi de suite, et j'en ai comme ça une panelle de couleurs, j'en fais la collection, j'adore ça. Et donc c'est pareil pour l'enfoncement, on va vraiment régler l'enfoncement, on a des piges d'enfoncement que je peux peut-être vous montrer, ne bougez pas. Alors, pour ne citer que, on a même en fonction des marques, vous voyez ici, vous avez une magnifique pige voilà, à 10,2 mm. Vous voyez, c'est pas 10,1, c'est pas 9,9. Et ici, pareil, une pige d'une autre marque à 10 mm. Donc, c'est pour vous dire que vraiment tout est analysé. Et donc, le toucher vraiment du piano, lui, va être corrigé à... Voilà, il va être corrigé au dixième de millimètre près. Et ça, en fait, cette précision que je vous montre, que je vous explique sur une touche, eh bien, on va l'avoir sur l'ensemble des éléments mécaniques du piano, qui vont être l'échappement, l'attrapé, la rechute pour les pianos à queue, le réglage des étouffoirs, enfin, j'en passe des myriades de petits éléments qui vont tous avoir un but et un réglage. D'où les 14 à 16 points de réglage et les 4 heures de travail par exemple, sur un piano droit. Et donc c'est une partie, on va dire, assez importante du travail aussi d'accordeur de piano qui se retrouve avec les mains un peu dans le moteur. Je me retourne peut-être ici pour essayer aussi de faire un pan important de mon métier qui est le travail du timbre. Alors le travail du timbre, on en fait tout un panthéon, etc. Mais vous allez voir, c'est très simple et très barbare. Le travail du timbre, donc on appelle ça, alors il y en a à l'anglo-saxonne, des fois c'est intonation, des fois c'est harmonisation. L'idée en fait, c'est que vous avez du coup votre structure harmonique, dont la harpe du piano va vous donner la richesse harmonique du piano. Le marteau, lui, qui est vraiment un élément central, que je vais vous expliquer quand même. Hop, il est là. Une magnifique petite planche. Je remercie Nicolas qui m'a fait ça. Hop. Donc le marteau, en fait, il est composé... Alors pourquoi un marteau? Parce qu'il est composé d'un manche et d'une tête. Il est composé du coup de bois et de laine. Alors, vraiment vous dire que c'est le cœur du coup du piano. C'est un élément vraiment très important. Et comme la table d'harmonie, c'est de la folie. On connaît presque le nom des moutons qui ont servi à faire ce marteau. Il n'y a que 2 espèces de moutons qui sont retenus. C'est pratiquement tous en Nouvelle-Zélande, le pays de la laine. Et dans les pianos de haute qualité, il faut s'imaginer qu'il faut que la fibre, que ce soit une seule fibre qui fasse tout le tour du marteau. Et ça demande vraiment des qualités de feutre exceptionnelles. C'est un feutre foulé, donc c'est de la fibre qui est compressée. Et c'est vraiment pour avoir une dynamique et une plage de timbres très différentes. L'idée, c'est que c'est un matériau qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les côtés ici sont plus souples que le cœur. Plus on se rapproche de ce qu'on appelle lame en bois ici, et plus le marteau est dense. L'idée, c'est d'avoir un pianissimi feutré et rond et des fortissimos un peu acides avec une assise assez forte. Donc, quand il s'agit du son doux et feutré, eh bien, dans l'idée, il faut qu'on ait une balle de tennis qui vienne frapper une corde en acier. Et quand on veut un son un peu plus fortissimo, il faut que ce soit une boule de pétanque qui vienne frapper la corde en acier. Donc en fait, on cherche un peu tout et son contraire. Et ça, la qualité du feutre est primordiale. J'ai envie de dire que dans les marteaux bas de gamme, vous avez des fois plus de laine que de feutre. C'est-à-dire que les fibres sont très courtes, elles sont amalgamées avec de la colle et basta. Et d'ailleurs,
pourra hélas pas en faire grand-chose. C'est-à-dire que nous, techniciens, très concrètement, qu'est-ce qui va changer du coup le son, le timbre d'un piano? Ça va être les heures de jeu. Vous avez ici, alors je ne sais pas si on peut le montrer, un marteau dont je ne suis pas peu fier, hein, qui est complètement usé et entièrement marqué, qui est vraiment carré presque, hein. Alors que vous l'aurez deviné, la forme un peu plus souhaitée sur un marteau à peu près standard étant une forme ronde. Qu'est-ce qui a provoqué cette différence marteau carré, marteau rond? Eh bien, c'est tout simplement l'usure. Voilà, l'usure, les 100 000 frappes, 200 000 frappes infligées par le pianiste et qui vont en fait venir déliter, tasser, puis déliter et grignoter la laine au fur et à mesure des ans. Donc un marteau, on va dire que à usure normale, ça a une espérance de vie justement de 30-40 ans. À ce moment-là, quand c'est arrivé à ce stade-là, là, docteur, il n'y a plus rien à faire, il faut le changer, hein. Entre-temps, on a heureusement des opérations que je nous propose de vous montrer et qui vont nous permettre un peu de maintenir ce qu'on appelle une harmonie au sein du piano et un timbre égal sur l'ensemble du clavier et homogène. J'ai une petite expérience sonore à faire, mais avant ça, pour vous dire aussi que le marteau, qu'est-ce que c'est aussi, voilà, avant tout, une laine très fortement compressée par des grosses presses et qui est vraiment, enfin, si vous essayez un jour de la compresser à la main, c'est impossible. Il y a énormément de tension et c'est un élément vraiment central. Allez, pour finir, une petite expérience d'harmonisation et vous montrer, en espérant que ça puisse vous démystifier tout ça. Donc, un beau piano de concert dont on taira le prix. Hop. On a ici, du coup, un marteau sélectionné. Et là, en fait, j'ai un outil très barbare, ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir hein, en vous rapprochant. C'est donc, voilà, c'est un piquoir. Donc, il y a 3 aiguilles. Et l'idée, en fait, ça va être d'aérer la laine, de la rendre justement plus souple et du coup, plus molle. Alors on va essayer de faire un avant-après quand même, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc vous entendez le marteau tel quel qu'il était avant. Alors petit effort de mémoire, attention, hein, voilà. Essayez de vous souvenir du timbre et du son. Alors, il faut peut-être un bon casque ou de bonnes enceintes. Et maintenant, âme sensible s'abstenir. On y va, c'est parti. Ceux qui entendent, ça secoue un peu. Alors forcément, je force un peu le trait pour l'exemple, mais l'idée est là. Est-ce que ça va marcher? Toc. Voilà, c'est vraiment, vous avez, enfin, bon, j'ai l'habitude. Alors, par rapport à nuance égale, on a vraiment 2 timbres très très différents. Et pareil, une fois que la marque des cordes est trop prononcée, on a aussi une autre petite astuce parce que des fois l'harmonisation ne suffit plus. On peut aussi des fois venir effacer la marque des cordes, les poncer. Donc sur ce même marteau, alors je ne sais pas si ça a marché parce que le pauvre, je viens déjà de lui mettre pas mal de coups d'aiguille. Mais l'idée justement, c'est vraiment de travailler plutôt sur la forme. Allez, on va s'arrêter là, sinon c'est comme les coiffeurs, on pourrait passer. C'est juste pour l'exemple. Alors, voilà, c'est moins évident. On a retrouvé un petit peu d'assise, un son un peu moins rond. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que des fois, on peut, une fois que la marque des cordes est trop prononcée, on peut essayer de retrouver une forme bien ronde pour avoir un point de contact entre la corde et le marteau qui soit le plus petit possible. Donc, et ainsi retrouver vraiment une assise d'un son, voilà, d'entendre la fondamentale, un son un peu mélo, et du coup, une belle palette qui puisse montrer du doux dans les pianissimi et du un peu plus cossu dans les fortissimes. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter là de façon peut-être un peu brute, sinon j'aurais pu rester des heures. Mais avant ça, je tenais à accueillir voilà, vos dernières questions, si vous en avez.
Oui, il y en a une ou deux. Savoir, donc tu as déjà donc travaillé des pianos, tu les as amenés à leur qualité, enfin une qualité extrême, etc. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir en détruire un? Ah! Ah oui, oui, alors ça, comment le dire? Je pense que, on n'a pas réussi sa vie si on n'a pas détruit un piano. Voilà, c'est vraiment un jour, si vraiment vous avez un truc sympa à faire, c'est ça. Des pianos à baïonnette, qui ne feront rien d'autre que du bois de chauffage, hélas sur le Bon Coin, vous trouvez 3 par jour. Donc, vraiment faites-vous, alors je sais pas, c'est quoi? C'est le 19 mai ou enfin quand est-ce qu'on se déconfine? Faites une super soirée, invitez tous vos amis, retirez vos masques. Prenez votre masse, votre hache, votre tronçonneuse et vraiment éclatez-vous. Et effectivement, nous, on détruit des pianos. Alors, c'est pas toujours à gaieté de cœur, mais c'est une belle expérience à faire. Voilà, faut y aller pleinement. C'est vibratoire, donc vous doutez bien que c'est toujours spectaculaire. Après, soyez sérieux. Voyons un petit trier le bois du métal. Voilà, allez à la déchetterie et ça se passe très bien. Mais oui, oui, nous, on est plus là pour les réparer, les entretenir que pour les détruire. Mais forcément, dans notre métier, on est amené à faire des remplacements et donc d'amener un piano récent et de récupérer un piano qui, hélas, voilà, on en fera rien. Donc oui, et c'est une expérience qui peut être très sympa. Est-ce que, justement par rapport à l'accord et l'harmonisation, donc tu parlais des coiffeurs, voilà, point trop d'infos et cetera, mais est-ce que tu t'es déjà dit: «Bon, bah, là, je suis arrivé au maximum, je peux rien faire de mieux et là, il est au poil, quoi»? Oui, oui, ou alors, enfin, nous, après, accordeurs de piano, que vous dire, c'est vraiment un métier de passion. C'est un peu comme les pianistes, c'est une recherche de toute une vie. C'est-à-dire que les deux me sont arrivés. C'est plutôt le sens inverse, dans le sens où ce qu'on croise beaucoup, c'est on aimerait quelque chose et on l'a pas atteint. Voilà, on n'a jamais atteint notre but, que ce soit au niveau de l'accord ou de l'harmonisation. Alors des fois, on se dit, ça m'est arrivé de me donner la limite, et souvent la limite, c'est pas nous qui nous la donnons, c'est l'instrument. Donc dans les instruments entrée de gamme, voilà, travailler l'accord et l'harmonisation pendant 3 semaines ne m'aiderait pas plus loin que lorsqu'elle a été pleinement accomplie et faite, parce que le piano ne nous offre pas plus que ce qu'il nous donne déjà. Et donc effectivement, dans de rares occasions, plutôt dû à la qualité du piano, on peut se dire, bah là, j'ai fait le maximum, de toute façon, si je veux plus, bah, faut que je change. Après, je change des éléments, je passe sur une autre qualité de marteau, etc. Après, c'est plutôt le cas inverse, c'est-à-dire que on se dit souvent, ah bah tiens, mais on est même comme les pianistes, quoi. Je voudrais des basses de Bosendorfer avec un toucher de Yamaha et le son du Steinway avec, quoi. Voilà, donc on en est tous là. Donc nous aussi, on cherche ça dans notre travail. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là où on a l'impression qu'on peut toujours faire différemment. Mais c'est vraiment ce qui est super aussi. Voilà, c'est varié. Internet et moi n'avons plus de questions pour le moment. Merci Clément. Bon, en tout cas, mais je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que, alors c'est un peu pour nous tout nouveau, hein, ça c'est pas vu. Habituellement, c'est des petites interventions qu'on peut faire dans les écoles de musique ou les festivals. Une version en ligne, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé ça. On va essayer aussi de vous présenter des choses, voilà, trois petites sections peut-être un peu moins longues à regarder. En tout cas, ceux pour qui nous ont suivis jusqu'au bout, ben, je tenais à les remercier. Également le studio, voilà, CDM, Marc Dubézy, qui nous a accueillis et qui a permis vraiment de vous montrer ce live en HD et de haute qualité, je le souhaite. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et un bon repas.